Voilà, il est 10 heures. Nous allons donc commencer la première séance du conseil municipal de publier ce dimanche 22 mars 2026. Je vous rappelle que selon l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal lui-même. C'est moi. Je vais commencer pour l'installation des membres du conseil municipal. Je vais d'abord vous lire le procès-verbal de proclamation des résultats des élections municipales du 15 mars dernier. Programmation des résultats du scrutin du 15 mars 2026. Nombre d'électeurs inscrits, 5426. Nombre de votants, enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes, 2112. Nombre de bulletins et enveloppes annulés, 136. Nombre de bulletins blancs, 290. Nombre de suffrages exprimés, 1686, dont 5% correspond à 85. Majorité absolue, 843. Le président a rappelé qu'en application de l'article L262 du Code électoral, l'élection est acquise au premier tour de scrutin si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. À défaut, l'élection est acquise au second tour de scrutin qu'il n'y a pas eu. Le bureau a donc constaté que la liste menée par M. Jacques Grandchamp, qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Je vais donc procéder maintenant à l'appel des conseillers nouvellement élus, en précisant également les conseillers qui ont donné pouvoir. Grandchamp Jacques. Présent. Giraud Dominique. Guédon Éric. Présent. Walker James. Présent. Camukado Marie-Elisabeth. Enermaché Pascal. Présent. Charpentier Jocelyne. Présent. Bart Georges. Présent. Storz Agnès. Présent. Grelot Gilles. Présent. Antonios Denise. Présent. Lalard Xavier. Présent. Levet Élise. Présent. Bizarre Thierry. Présent. Amek Salia. Présent. Terran Christophe. Présent. Grumio Gaël. Présent. Bertolotti Éric. Présent. Arandel Stéphanie. Présent. Sigval Claude, procuration à Georges Barthes. Girardoz Marie-Claude. Daguzan Alain. Présent. Dutruel Martine. Présent. De Curninge Philippe. Présent. Taberlé Corinne. Présent. Beaugrand Dany. Présent. Vénard Aurore. Présent. Et Béchet Philippe. Denis Sylviane aussi. Hein, Georges Denis Sylviane aussi. Oui. J'ai noté. J'ai appelé. Je déclare donc les membres du conseil municipal présents et absents installés dans leurs fonctions. Je compte les présents. Tout le monde est là, sauf une personne qui a donné délégation. Et donc, le quorum est donc atteint. Il y a plus que 16 membres présents. Désignation d'un secrétaire de séance maintenant. En vertu de l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, un conseiller municipal est désigné secrétaire à chaque séance du conseil municipal. Je propose de désigner la plus jeune conseillère municipale secrétaire de séance, donc Madame Élise Levet. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Élise Levet est donc désignée secrétaire de séance. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 février dernier. Même si les membres nouvellement élus n'ont pas participé au conseil municipal du 25 février dernier, le PV de la séance doit être approuvé.
Mesdames et messieurs, avez-vous des remarques sur le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 25 février 2026? Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. Maintenant, état des décisions prises en vertu de la délégation du Conseil municipal. En vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire rend compte des décisions qu'il a prises sur le fondement de sa délégation du Conseil municipal au cours de chaque séance. Il convient de rendre compte des décisions prises entre le 9 février et le 10 mars 2026. Avez-vous des questions? Pas de questions. Nous poursuivons. J'invite maintenant le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application des articles 2122-4 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé au 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. En ce qui concerne le bureau de vote pour l'élection du maire, je serai président du bureau de vote, selon la loi, et je désignerai comme assesseurs Madame Denise Antonios et Monsieur Christophe Terran. Nous allons donc passer au vote. Si vous voulez bien, les 2 assesseurs, rejoindre vos 2 places.
confirme donc l'élection de M. Jacques Grandchamp à l'unanimité. Monsieur le maire, si vous voulez bien reprendre votre place. Je vous remets donc votre écharpe. Allez, bonne route. Merci Georges de me céder la place. Je l'avais bien compris. Au terme de notre premier mandat municipal, alors que nous entamons une nouvelle période de responsabilité communale, je veux avant tout exprimer ma profonde gratitude aux PubliRN et aux PubliRain qui nous ont clairement exprimé leur confiance dimanche dernier. Avec 79,83% de votes positifs, le travail accompli durant ces 6 dernières années, dans des conditions particulièrement compliquées, exigeantes, ce travail est très largement reconnu, ce qui nous conforte dans nos choix et nos orientations. Je voudrais également exprimer ma gratitude et ma profonde amitié à celles et ceux de mes colistiers qui ont tenu leur engagement durant toute la mandature. Avec une pensée spéciale pour Marie-Claude, pour Robert, qui ont su trouver l'énergie pour mener leur combat contre la maladie, sans renoncer à leurs responsabilités. Avec une pensée affectueuse pour la famille de Joël Bosson, qui nous a quittés bien trop tôt. Joël qui était pour nous tous un pilier, un homme de conviction et de générosité. Je voudrais enfin exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des 150 agents communaux, sans qui rien ne serait possible, et ma gratitude à notre directrice générale des services. Après ces témoignages de remerciements, ce qui importe aujourd'hui, c'est d'évoquer ce que sera cette nouvelle mandature. Mais avant de le préciser, je souhaiterais revenir sur ce que doit être un maire. Être maire, c'est un engagement total, une fonction de plein temps dans les communes qui passent du statut de village à celui de ville, comme c'est le cas pour Publier. S'engager, c'est donner du sens à sa vie, qu'il s'agisse d'être maire, qu'il s'agisse d'être conseiller municipal ou plus simplement bénévole dans le monde associatif ou dans la vie publique. Donner du sens à sa vie, comme le rappelle la célèbre parabole, c'est faire fructifier les talents reçus à notre naissance pour, au moment de quitter cette période de courte durée, malgré tout, c'est par rapport à l'éternité, de se dire « j'ai vécu et j'ai fait de mon mieux ». Être maire, c'est décider. Un chef est fait pour cheffer, comme disait si bien Jacques Chirac. Décider, c'est donner à ses colistiers et à l'ensemble du personnel communal des réponses claires aux questions posées pour permettre une action efficace et fixer un cap. Être maire, c'est agir en son âme et conscience, dans le respect de toutes les sensibilités, et avec pour seul but le bien public, qui n'est pas une somme de biens particuliers, mais l'expression d'un intérêt général. Cet intérêt général qui doit être la seule boussole de notre action. Être maire, c'est être exigeant. C'est rechercher constamment la meilleure option. Ne pas choisir la facilité pour plaire. Ne pas rechercher constamment la lumière. Ou pire encore, une reconnaissance factice dans l'expression si délétère que constituent ce que l'on appelle les réseaux sociaux, qui sont tout sauf sociaux. Être maire, c'est être à l'écoute de tous. Cela sera d'autant plus important que nous n'avons pas eu malheureusement d'expression d'opposition.
ce qui questionne évidemment. Il nous appartiendra donc d'être encore plus vigilants aux attentes de tous nos concitoyens. Il nous appartiendra donc aussi de rappeler sans cesse que s'abstenir, c'est tout sauf donner du sens à sa vie. La nouvelle mandature qui débute ce jour ne sera pas moins compliquée que celle qui se termine, avec une situation internationale chaotique qui est la manifestation de la fin d'un monde. Nous devrons plus que jamais faire preuve de courage, de constance et d'imagination pour mettre en œuvre des actions audacieuses, novatrices, reconstituer notre vie sociale, ne pas laisser l'intelligence artificielle se substituer au cerveau humain et surtout à son âme. Les hommes forts créent les temps faciles créent les hommes faibles créent les temps difficiles. Et les temps difficiles créent finalement les hommes forts. Nous sommes depuis plusieurs décennies, hélas, dans la période des hommes faibles. Il faut donc espérer que les temps difficiles que nous vivons nous apporteront enfin des hommes forts, capables de relever une France si malmenée. Nous serons rapidement fixés sur cette perspective. À notre niveau, notre cap est clairement défini. Il s'agira de continuer d'investir sans gaspiller pour des services publics efficaces, durables, de travailler de façon incessante à l'amélioration de nos déplacements pour simplifier le quotidien des publirains, de grandir sans dénaturer, en préservant notre identité, notre cadre de vie, ce qui a été une préoccupation constante des municipalités qui se sont succédées ces 30 dernières années. Il s'agira enfin de défendre notre statut de troisième ville et de pôle économique essentiel du Chablais, avec ambition et responsabilité, notamment au sein de notre intercommunalité. Enfin, je souhaite insister sur ce qui constituera une action majeure de cette nouvelle mandature, la mise en valeur de notre patrimoine culturel. Nous avons énormément à faire pour identifier nos potentialités, qui sont réelles, et trouver une place originale entre nos deux villes voisines, Thonon, ville-centre du Chablais, Évian, ville thermale et touristique. J'aborde ce nouveau mandat avec une totale sérénité et une parfaite confiance. Grâce à cette nouvelle équipe municipale qui m'entoure aujourd'hui, une équipe faite de multiples talents et compétences, une équipe qui a démontré sa cohésion lors de notre campagne, une campagne que nous avons souhaité mener sans réserve, par respect pour nos électeurs, malgré l'absence de challenger. Chers publiéraines, chers publiérains, vous pourrez toutes et tous compter sur notre détermination à maintenir notre commune dans un cadre de vie privilégié, un lieu où il fait bon se retrouver. Vive Publié, vive la République, vive la France. Nous allons donc procéder maintenant à la désignation des adjoints, mais préalablement fixer le nombre d'adjoints au maire. En vertu de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. L'effectif du conseil étant de 29 conseillers, le nombre maximum d'adjoints s'élève à 8. Ainsi, le conseil municipal est invité à décider de porter à 8 le nombre d'adjoints au maire pour la durée du mandat. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération est approuvée à l'unanimité. Le nombre des adjoints étant désormais fixé, nous pouvons procéder valablement à l'élection des adjoints. L'article 2122-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. En application des mêmes articles -1 et 2, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire au maximum.
Par la délibération précédente, le conseil municipal a fixé à 8 le nombre des adjoints au maire de la commune. Les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit comporter autant de noms que d'adjoints à élire. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée est élu. Le maire invite donc aujourd'hui les têtes de liste à venir déposer leur liste. Qui dépose une liste pour les adjoints? Bien. Y a-t-il une autre liste? Pas d'autre liste. Donc je constate qu'une seule liste a été déposée. Et j'invite donc maintenant chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, à procéder au vote sur cette liste. Je précise que si un conseiller ne souhaite pas prendre part au vote, il le dit, et l'information est consignée au PV. Les conseillers munis d'un pouvoir votent 2 fois. C'est le cas pour Georges pour cette séance. On va procéder de la même façon. Oui, et on procède donc, on élit le nom, on met le nom de la tête de liste pour indiquer la liste. Donc en l'occurrence, c'est une liste qui a été présentée par Éric Guédon. On remet carrément le bulletin avec la liste? Ok. Donc vous prenez votre bulletin de liste. Si vous votez pour cette liste, vous mettez le bulletin de liste. Vous avez sur vos bureaux 2 bulletins, le bulletin de liste des adjoints et puis pour la future commission d'appel d'offres. Allez, on y va.
Merci. Merci. On essaie de compter juste cette fois.
Je proclame donc l'élection des adjoints telle que présentée dans la liste qui a recueilli l'intégralité des suffrages. Dans l'ordre, nous allons procéder maintenant à la remise des écharpes à ces adjoints. D'abord Éric Guédon, premier adjoint. Ensuite Sylviane Degnaud, James Walker, Elisabeth Camucado, Pascal Hénard-Machet, Jocelyne Charpentier, Georges Barthes, Gaël Grumiaux. Éric Guédon. Sylviane Degnaud. Merci. James Walker. Pourquoi lui me faire une bise, j'ai pas besoin. Merci, James. Donc, Elisabeth Camucado. Merci. Pascal Hénard-Machet, avec un trait d'union. Jocelyne Charpentier. Georges Barthes. Voilà. Comme d'hab. Merci pour tout le travail accompli. Allez, on continue. Merci. Et enfin, Gaël Grumiaux. Bravo, Gaël. Merci. Bien, je crois qu'on peut les applaudir collectivement. On stoppe maintenant au boulot. Merci. Et nous voilà partis donc pour 6 voire 7 ans en fonction de ce qui se passera au niveau présidentiel en 2027. Il m'appartient maintenant de procéder à la lecture de la charte de l'élu local. Donc la loi de 2015, du 31 mars 2015, a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L1111 du Code général des collectivités territoriales. Un exemplaire de la charte et de ces articles du Code général des collectivités territoriales a été remis sur table à l'ensemble des conseillers. Alors nous ne lirons pas
je vous rassure, les articles de la charte. Nous allons contenter d'évoquer, de lire intégralement cette charte. Charte de l'élu local. En application de l'article L11-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L11-13 et 14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. 8. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. 11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Nous en avons terminé avec la lecture de cette charte. Je crois qu'il est important que tous les élus s'imprègnent bien de chacun de ces articles. Encore une fois, nous sommes dans une démarche d'engagement.
Nous allons donc maintenant procéder à la définition des indemnités de fonction des élus. Si par principe les fonctions électives sont gratuites, les élus locaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les suggestions qui résultent de l'exercice de leurs charges publiques. Les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Le conseil municipal peut fixer les indemnités dans la limite des taux maximaux prévus par la loi en fonction de la strate de population de la commune. Le taux maximal du maire est 58,3%, celui des adjoints 23,32%. Ce taux est appliqué à l'indice brut terminal de la fonction publique. Le maire bénéficie, sauf délibération contraire, du taux maximal fixé pour la strate de commune. Le montant de l'ensemble des indemnités versées aux élus ne doit pas dépasser une enveloppe globale. Les conseillers municipaux délégués peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux est librement fixé par le conseil municipal, comprise dans l'enveloppe globale. Par ailleurs, l'article L. 2123-24.2 du CGCT, oui, facile à dire, prévoit que dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. Le conseil municipal est donc invité à approuver le principe d'attribuer des indemnités de fonction aux adjoints et conseillers municipaux délégués et à fixer, dans le respect de l'enveloppe globale, comme suit: 58,30% pour le maire, soit 2 396,44 € brut mensuels à titre indicatif, 21,81% pour les adjoints, soit 896,51 euros brut, 6% pour les conseillers municipaux délégués, soit 246,63 € brut. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Et je cède maintenant la parole à James Walker pour lancer la délibération relative à la délégation du conseil municipal au maire. Bien, le Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal règle par délibération les affaires de la commune. Il peut, en vertu du même code, déléguer au maire en tout ou partie et pour la durée de son mandat un certain nombre de pouvoirs limitativement énumérés. Cette délégation emporte des saisissements total de la compétence du conseil municipal, ce qui signifie qu'une délibération de ce dernier dans l'un de ces domaines serait entachée d'incompétence et donc d'illégalité. Le maire doit prendre en compte des décisions qu'il prend en vertu de sa délégation à chaque réunion du conseil municipal. Ces décisions sont intégrées au registre des délibérations de la commune. Le conseil municipal n'entend pas interdire la délégation des dits pouvoirs à un adjoint ou à un conseiller municipal agissant en vertu d'une délégation du maire. Par dérogation à l'article 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la présente délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par un adjoint, et ce, dans l'ordre des nominations. Pour la bonne administration des affaires de la commune, il est proposé de donner délégation au maire pour arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Fixer, après avis de la Commission des finances, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées et de modifier les tarifs existants dans la limite d'une révision annuelle de 10%. De procéder dans la limite de 5 millions par an à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture de risques de taux et de change, ainsi que de prendre des décisions mentionnées au 3 de l'article 16-18-2 et de l'article L. 2221-5-1 sous réserve des dispositions
de ce même article est de passer à cet effet les actes nécessaires, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, le règlement des marchés et des accords cadres de toute nature et de tout montant, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation au gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, les domaines en particulier, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune le droit de préemption sur l'ensemble du territoire communal et le droit de préemption urbain dans les zones U ou AU définies par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code, dans la limite du prix fixé par les services des domaines, d'intenter au nom de la commune toute action en justice ou défendre la commune dans des actions intentées contre elle, quelle que soit leur nature, par voie d'action ou d'intervention, ceci devant l'ensemble des juridictions administratives, civiles et pénales, ainsi que devant toutes les juridictions sans exception, en charge de contentieux spécialisés, aussi bien en première instance qu'en appel ou en cassation, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 5 000 €. De donner en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 million € par an. De prendre des décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive prescrit pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, de demander à tout organisme financeur, quel que soit l'objet de son montant, l'attribution de subventions de fonctionnement comme d'investissement, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux pour les opérations inscrites au budget, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L. 123-19 du Code de l'environnement, d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents à prévu à l'article L. 2123-18 du Code général des collectivités territoriales. Nous vous invitons à approuver ladite délégation. Y a-t-il des questions, des réserves? Voulez-vous que je reprenne l'énumération? Non. Bien. Très bien. Monsieur le maire, si vous voulez bien, je vais continuer puisqu'il s'agit d'une délégation qui vous est faite. Non, non. Non, c'est lui qui prend. C'est moi qui prends là. Ah bah c'est bizarre. Voilà. C'est comme ça. Donc il y a des... On parle de délégation justement. Donc je voudrais préciser que cette délégation emporte dessaisissement total de la compétence du conseil municipal, que je n'entends évidemment pas interdire la délégation des pouvoirs à un adjoint ou à un conseil municipal agissant en vertu d'une délégation que j'accorderai.
Je précise que dans le dernier mandat, j'ai largement accordé les délégations, parce que je considère que le maire n'est pas seul, c'est une équipe. Je décide que par dérogation à l'article 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la présente délégation sont prises en cas d'empêchement du maire par un adjoint dans l'ordre des nominations. Et enfin, je précise qu'un maire rend compte des décisions qu'il prend en vertu de sa délégation à chaque réunion du conseil municipal et que ces décisions sont intégrées au registre des délibérations de la commune. Voilà, c'est important de bien repréciser tout ça. Donc, les adjoints et conseillers délégués recevront dans la semaine à venir leur délégation dans leur domaine spécifique. Avec ces précisions, est-ce qu'il y a encore des questions ou des remarques? Bien, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons pouvoir maintenant évoquer le droit à la formation des élus et la fixation des crédits affectés. Conformément aux articles L2123-12 et suivants du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit, dans les 3 mois suivant son renouvellement, délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et en fixer les orientations ainsi que les crédits correspondants. Le droit à la formation permet aux élus d'exercer efficacement leurs fonctions dans un environnement juridique, financier, technique, en constante évolution. Une formation est par ailleurs obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Par ailleurs, il est rappelé que chaque élu bénéficie d'un droit individuel à la formation, le DIF élu, crédité de 20 heures par année complète de mandat, cumulable sur toute la durée du mandat et mobilisable directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce dispositif est distinct du droit à la formation financé par la commune. Il ne s'impute pas sur les crédits ouverts par la présente délibération. Je vous invite à approuver les orientations et les modalités d'exercice du droit à la formation des élus, ainsi que les crédits ouverts à ce titre. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit, cette fois avec les frais de mission et de déplacement des élus. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les membres du conseil municipal sont amenés à effectuer des déplacements et missions dans l'intérêt de la commune, susceptibles d'ouvrir droit au remboursement des frais engagés. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et aux textes réglementaires relatifs aux frais de déplacement des personnels civils de l'État, il appartient au conseil municipal de fixer les modalités de prise en charge des frais de mission et de déplacement des élus. Le conseil municipal est invité à fixer les conditions et modalités de remboursement des frais d'hébergement, de restauration et de transport des élus, préciser les règles applicables en cas de mandat spécial ou de formation et autoriser leur prise en charge dans le respect des plafonds réglementaires tels qu'indiqués dans la note de synthèse. Vous avez eu le temps de consulter cette note de synthèse. Y a-t-il des questions? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Nous poursuivons sur le règlement intérieur du conseil municipal. L'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit l'obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants de se doter d'un règlement intérieur. Il doit être voté dans les 6 mois qui suivent son installation. Ce règlement a vocation à fixer des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le conseil municipal est invité à approuver son règlement intérieur tel qu'annexé à la note de synthèse. Là aussi, vous avez eu le temps de bien le consulter. Est-ce que ça suscite des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons désormais procéder à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Donc on va se remettre, Georges, en situation de vote avec toi et les deux mêmes assesseurs. C'est pas fini pour les deux assesseurs, hein, encore un peu de travail. Donc l'article L1414-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que pour les marchés publics
passer selon une procédure formalisée, dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen, qui figure en annexe du Code de la commande publique. Le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres est composée du maire, président de droit, de 5 membres élus par le conseil municipal en son sein. Cette élection est réalisée au scrutin de liste secret. Elle comporte également 5 suppléants. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires qui ne sont appelés à siéger qu'en cas d'empêchement des membres titulaires. Donc là, j'invite les têtes de liste à venir déposer leur liste. Combien y a-t-il de têtes de liste? Une tête de liste, James Walker. Donc, comme pour la précédente élection, nous allons donc procéder au vote à bulletin secret de l'unique liste présentée pour la CAO. J'invite donc les assesseurs et M. Georges Barthes à procéder aux opérations de vote.
Donc, je proclame élus les membres de la commission d'appel d'offres tels que présentés sur la liste. En membres titulaires, James Walker, Marie-Elisabeth Camucado, Éric Guédon, Agnès Storz, Pascal Hénard-Machet. Et en membres suppléants, Sylviane Degnaud, Claude Sigwald, Marie-Claude Girardot, Éric Bertolotti et Stéphanie Arandel. Nous poursuivons cette fois avec la création de la commission Finances et la désignation de ses représentants. En application de l'article L21-21-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Les commissions sont présidées par le maire. La désignation des membres des commissions est effectuée par le conseil municipal en son sein, au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas y procéder, ou si un seul candidat postule un poste, auquel cas il est désigné immédiatement sans vote. Eu égard aux échéances du vote du budget, il est proposé de créer d'ores et déjà une commission permanente finances, composée de 6 membres élus, en plus du maire, président, chargée d'étudier et de donner un avis sur les orientations budgétaires de la commune et les sujets relatifs aux affaires financières. Les modalités de convocation sont définies dans le règlement intérieur du conseil municipal. Le conseil municipal est invité à approuver la création de la commission finances et à en désigner les 6 membres. Claude Sigwald a déjà transmis sa candidature. Qui d'autre est candidat pour les 5 postes restants de la commission finances? Alors, j'invite les candidats à se manifester. James Walker, Gilles Grelot, Georges Barthes, Élise Levet, Éric Guédon, Marie-Elisabeth Camucado, oui, et Claude Sigwald désigné. Donc, ce qui nous fait une commission à 6 candidats. 7 candidats, puisque Georges est éventuellement membre aussi candidat. Donc, on peut prendre acte de la désignation. Donc, eh bien, on va donc soumettre au vote s'il y a un candidat de trop. Donc, un par un. On peut faire le vote au bulletin à main levée ou... Parce qu'autrement, un bulletin secret, ça va être compliqué. Vous faites déjà voter le fait que vous ne faites pas le bulletin secret. Oui, bah oui. Et ensuite, vous faites à main levée. Oui. Ouais. Ben oui. Ouais. OK. Donc, je vous propose de procéder au vote à main levée. Autrement, on n'est pas rendu. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui s'y opposent? Des gens qui s'abstiennent? Donc, nous procéderons au vote à bulletin levé. Je vais donc procéder au nom, à l'appel des noms. James Walker, qui est pour? Je crois que c'est unanimité. Unanimité. Ouais. Gilles Grelot. Unanimité. Élise Levet. On a l'unanimité. Hein? Oui, bah attends. Oui. Éric Guédon. Marie-Elisabeth Camucado. Claude Sigwald. Alors, qui ne vote pas? Alors, ça sera plus vite. Qui s'abstient ou qui est contre pour Claude Sigwald? Une abstention. 2, 3 abstentions. 3 abstentions pour Claude Sigwald. Et enfin, Georges Barthes. Bien, unanimité. Donc, la commission en finances sera constituée de James Walker, Gilles Grelot, Élise Levet, Éric Guédon, Marie-Elisabeth Camucado et Georges Barthes. J'invite le conseil municipal donc à prendre acte de cette désignation. C'est bon? On prend acte. Sujet suivant, la convention relative au renvoi d'images de vidéoprotection vers la DIPN, la direction interdépartementale de la police nationale. La commune de Publier a mis en place un système de vidéoprotection sur autorisation de la préfecture. Dans le cadre de l'organisation du G7 à Évian-les-Bains, du 15 au 17 juin 2026, un important dispositif de sécurité sera mis en œuvre
sur les communes alentours, en particulier la commune de Publier. À cette fin, la direction interdépartementale de la police nationale souhaiterait disposer des images de vidéoprotection des communes afin de renforcer la sécurité publique, l'efficacité opérationnelle des forces de sécurité intérieure, notamment lors d'événements majeurs ayant un impact direct sur le territoire communal. Au-delà du G7 lui-même, il paraît opportun d'expérimenter le dispositif de report d'image sur une durée de 3 ans. Le conseil municipal est donc invité à approuver le principe du renvoi d'images de vidéoprotection de la commune vers la DIPN, approuver la convention afférente et autoriser monsieur le maire à la signer. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations sur ce point? Je soumets donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous en terminons avec ce conseil avec la dernière délibération relative au plan de financement du SIAN, Syndicat des énergies et du numérique, pour la rénovation de l'éclairage public. Et je cède la parole à Éric Guédon. Merci, monsieur le maire. Sous l'égide du SIAN et en collaboration avec Publier et Viande-Neuf-Selle, un inventaire complet ainsi qu'un schéma directeur d'aménagement lumière, le SDAL, a été réalisé en 2021 et 2022. Ce diagnostic a mis en évidence un parc de 1660 luminaires, dont une part significative est aujourd'hui obsolète. On a plus de 262 tubes fluorescents et 31 ballons fluorescents. Conformément aux préconisations de ce SDAL, il apparaît nécessaire d'engager le remplacement progressif de ces équipements énergivores et peu vertueux par la technologie LED. Cette démarche vise une double performance, réduire l'empreinte environnementale et maîtriser les consommations énergétiques. Un premier programme élaboré en 2024 et approuvé par délibération n'a malheureusement pas pu être tenu pour des contraintes budgétaires. Il convient donc d'approuver un nouveau plan de financement à jour. La participation du SIAN s'élève à 145 955 €, soit 50%, et celle de la commune, 141 917 €. Bien entendu, la commune versera une contribution au budget du fonctionnement du SIAN à hauteur de 8 636 € et 20 centimes. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur le maire. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous en avons terminé avec ce premier conseil municipal, conseil d'installation. Nous nous retrouverons le mois prochain, au mois d'avril, donc pour le vote du budget. Donc, merci à toutes et à tous de votre présence. Et maintenant, au travail.